Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie, et bienvenue à cette première édition, première production du genre de l'échiquier mondial sur la nouvelle chaîne panafricaine. Et donc, actualité oblige, nous allons nous intéresser aujourd'hui, dans le cadre de cette première production, notamment sur les coups d'État sur le continent africain, des coups d'État qui ont commencé tel un printemps du côté du Sahel, aujourd'hui qui se déportent carrément du côté du Sahara. Qu'est-ce qui peut justement être à l'origine de ces coups d'État, notamment la multiplicité de ces derniers? Est-ce justement là le début de la fin, on va le dire, de l'hégémonie de la France sur le continent africain? Voilà donc une question principale à laquelle nous tenterons de répondre tout au long de cette première édition de l'échiquier mondial avec justement nos partenaires invités, j'ai envie de dire, et bien évidemment panélistes panafricains que nous ne présentons plus, mais nous avons le devoir quand même de leur souhaiter la bienvenue à Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Alors, nous allons commencer avec, je crois vous, Monsieur Bertrand Tatinda. Vous avez accepté d'être des nôtres aujourd'hui, d'être des nôtres encore et pour toujours dans ce combat qui est le nôtre, c'est-à-dire retrouver la liberté totale du continent africain. Bonsoir. Bonjour, Madame Dédi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir dans ce nouveau cadre. On s'est connus dans d'autres vies. C'est toujours un plaisir d'être là. Vos téléspectateurs, ils ne sont pas encore des milliards, mais je crois que d'ici quelques mois, ils atteindront vraiment le milliard. Les techniciens que je retrouve, les mêmes visages, c'est très bien, c'est une même famille. À mon frère, petit frère que vous allez présenter, la thématique est très très importante. C'est une thématique qui prête à la réflexion parce que se joue pas, je dirais, l'avenir de l'Afrique, mais se joue une forme d'envie de liberté et de prise de conscience de la jeunesse africaine. Et quand on prend conscience, il faut savoir effectivement quel est le chemin qu'il faudra prendre. Il ne suffit pas de prendre conscience. On peut prendre conscience et emprunter un très mauvais chemin. Mais une fois qu'on a pris conscience et qu'on emprunte le chemin qui va permettre aux panafricanistes et à l'Afrique véritablement de s'éveiller, c'est un plaisir. Merci de faire l'histoire. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très content d'être là. Et juste à vos côtés, il est bien évidemment là. Lui, il fait partie de cette jeunesse panafricaine qui monte en puissance. Cette jeunesse, justement, qui se bombe le torse de défendre effectivement les intérêts du continent africain. Il s'appelle Jonathan Batengene. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonjour à toi, ma soeur Linda Dédi. Bonsoir au grand frère Bertrand Tatinda. Vous faites partie aussi des pionniers qui ont balisé le chemin, qui ont contribué à le sédimenter, à le rendre beaucoup plus structuré et à favoriser l'émergence de toute cette nouvelle génération. Bonsoir à tous les panafricanistes, bonjour à ceux qui nous regardent et qui certainement dans le quotidien qu'ils partagent portent ce combat à un autre niveau et ça fait d'eux les véritables héros. C'est dans la rue que eux ils le portent et ils affrontent nos ennemis de manière directe. Il concrétise toutes les idées qui sont parfois formulées à l'occasion de ces émissions et il se montre ainsi digne du grand combat que nos ancêtres nous ont légué. C'est une chaîne que nous constituons et nous sommes fiers d'être des maillons de cette chaîne. Ensemble, nous contribuons à libérer l'Afrique et nous réalisons ainsi le rêve de ceux qui ont formulé ce grand combat. Mais derrière l'Afrique, c'est l'humanité, parce que l'Africain, c'est lui-même premier. Restituer la dignité de l'Africain, c'est restituer la dignité de lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde le grand frère Bertrand, ceux qui sont devenus nos principaux admirateurs sont désormais de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ceux qui sont en Occident. On voit de plus en plus des Occidentaux qui nous écrivent, qui sont tellement curieux de comprendre la dynamique du combat
et de leur allier, qu'on se dit finalement, c'est vrai. C'est en Afrique que la restauration de l'humain commence encore. En cela, nous sommes certainement dans le travail de Narmer, le grand fondateur et l'unificateur de la base et de la Haute-Égypte. D'accord. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene. Je l'annonçais encore à l'entame de cette édition. Le thème principal, c'est bien sûr la question qui est posée, celle de savoir est-ce que les coups d'État qui se suivent justement à l'appel ne serait-ce pas justement le début ou encore de la fin, j'aime bien le dire ainsi, le début de la fin de l'hégémonie de la France sur le continent. Et là, nous parlons d'un problème sécuritaire. Et puisque nous en parlons, je voudrais, avec votre permission, que nous fassions un petit détour, quelques petites minutes, pour évoquer ce qui se passe du côté, bien sûr, de l'Est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu plus précisément, dans la ville de Goma, où donc c'est un conflit qui dure déjà quand même, ça fait beaucoup d'années déjà que ce conflit dure. Les Rwandais et les Congolais qui s'entrecusent, notamment sur le soutien aux rebelles de ce côté-là. Et donc, finalement, la population en a marre de la MONUSCO, de la force onusienne. Et le 30 août dernier, il y a des jeunes qui ont décidé de manifester pour demander le départ de la MONUSCO. C'est encore la demande d'un départ des ingérents dans cet état-là. Et c'est pratiquement le même problème que l'on retrouve notamment au Sahel, dans ces différents pays où il y a des coups d'État. Alors, quelle lecture est-ce qu'on peut faire, Bertrand Tatinda? On peut faire comme lecture de l'échec de la capacité des Africains, des hommes politiques, à régler les problèmes d'ordre politique. Il faudrait pratiquement 3, 4, 5 émissions pour parler des réelles causes de l'insécurité à l'est de la RDC. Parlons pas des réelles causes de l'insécurité à l'est de la RDC. Regardons ce pays et on peut se poser la question: pourquoi les hommes politiques n'arrivent pas à résoudre aujourd'hui et n'arrivent pas à résoudre les problèmes d'ordre politique? Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit qu'il faut que arrivent à la tête de nos États de véritables hommes politiques. Parce que ce sont des questions qu'il faut résoudre. Vous avez d'un côté le Rwanda qui vous explique que la RDC, le Rwanda, je ne juge pas les raisons du Rwanda. La RDC héberge mes génocidaires, dont il me faut un espace tampon sécuritaire pour moi. Et vous avez la RDC qui explique que moi j'ai rien à voir dans tes problèmes, ben, tu attaques mon pays pour te servir des ressources naturelles. Et se trouve une population prise en otage qui ne sait pas exactement à quel pays elle appartient. À certains moments, on leur explique que c'est le découpage colonial véritablement au début de la conférence de Berlin qui a fait des Congolais. D'autres expliquent que non, effectivement, ce sont des Tutsis. Bref, c'est très compliqué. Mais toujours est-il que j'ai aimé votre allusion, les ingérences étrangères. Quand il y a eu ingérence étrangère, d'abord par le Conseil de sécurité, matérialisé par une force d'interposition, et bien la situation est devenue pire. La situation est devenue pire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les jeunes, eux, ils sont dans une réflexion simple de dire que les troupes onusiennes sont venues justement pour établir la sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire que les troupes onusiennes ne servent à rien et doivent partir. Mais projetons-nous, les troupes onusiennes partent. Comment on rétablit la sécurité? Qui rétablit la sécurité? Sur quel mécanisme on rétablit la sécurité? Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Qui insécurise cette zone de l'Est de la RDC? Pourquoi on insécurise l'Est de la RDC? Voilà des questions auxquelles les hommes politiques, l'organisation panafricaine, l'Union africaine ne veut pas prendre à bras le corps en dépit du fait qu'elle nous explique qu'elle est là pour résoudre les problèmes. Voilà, Madame Linda, ce qu'on peut dire. Et nous avons eu accès à quelques images qui sont détestables, inacceptables, effroyables, de voir une population, des jeunes qui se font tirer dessus parce qu'ils revendiquent, c'est-à-dire qu'un droit, le droit à la sécurité, le droit d'être en sécurité chez eux. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Il faut le dire, on va le crier, inacceptable. Kinshasa reste mieux. Parce qu'il y a eu ça, jusqu'à présent, nous n'avons la réaction de personne Kinshasa. On se demande si en RDC, ils ont encore un véritable gouvernement. Alors avec vous, Jonathan Batengene, sur justement la même question, peut-être un peu plus avancée. Alors, la MONUSCO serait-elle également dans la même situation
actuelle avec notamment les forces armées françaises, parce que l'on sait que c'est l'armée justement des Nations Unies, et à l'intérieur on retrouve plusieurs contingents, c'est-à-dire de plusieurs pays. Est-ce que, la question est celle de savoir, est-ce que ce n'est pas la MONUSCO elle-même qui, voilà, j'ai envie de dire, finance ou alors booste davantage ce conflit? La MONUSCO contribue à booster ce conflit. Il faut noter que la MONUSCO n'est pas en RDC depuis quelques jours. Justement. La MONUSCO a RDC depuis les années 60. C'était d'abord la MONUC, la mission des Nations Unies pour le Congo. Et la MONUC a participé à la situation de tentative de partition de la RDC avec la création de cet État fantoche du Katanga, avec je crois, Chilomba, quelque chose comme ça. Des gens qui se prenaient pour des petits Belges qui voulaient en fait créer leur propre État. Et ça participe d'une vieille géopolitique. Alan Dulles, qui était le patron de la CIA, premier patron de la CIA, quand il prend les rênes de cette organisation qui est créée dans les années 50, il avait un principe de géopolitique qu'il a édicté auprès du président Eisenhower. Il dit à Eisenhower, effectivement, si nous voulons rester la puissance dominante, il nous faut contrôler le Congo. D'où l'expression, la fameuse expression, qui contrôle le Congo, contrôle l'Afrique, qui sera formulée par le maître à penser de la France-Afrique, Jacques Foccart. Alors, sur le Congo, il y a eu deux géopolitiques qui se sont superposées. Il y a la géopolitique, fameuse géopolitique des Grands Lacs, qui est la perception des États-Unis sur sa projection sur l'ensemble de la région. Mais il y a également une projection française avec Jacques Foccart, qui consiste à maintenir une certaine tension dans la RDC pour davantage garder l'Afrique centrale cloisonnée. Donc que l'Afrique centrale ne s'unisse pas, que les peuples d'Afrique centrale, parce que les peuples partant de la RDC jusqu'au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle le berceau des Bantous. Et quand vous regardez la vieille carte, la carte de Santo, je crois Santo, on vous dit que c'est le territoire des vrais juifs. C'est quelque chose qu'eux, ils n'ont pas perdu. Donc, la France a contribué comment? Lors de ce qu'on a appelé le génocide rwandais en 1994, la France a exfiltré les fameux combattants Hutus qu'elle a ramenés sur le territoire de la RDC. Mais ce n'est pas les Français qui amènent les Hutus en RDC. Les Belges l'avaient déjà fait dans les années 30. Parce qu'ils voulaient maintenir la RDC éclatée, sachant qu'elle était l'inventaire des ressources de ce pays. Et donc, dans la géopolitique états-unienne de ce qu'ils appellent les Grands Lacs, il faut que la RDC soit éclatée dans une sorte de fédération, qu'il y ait plusieurs États qui vont naître. On parle de 4 grands États qui peuvent naître à l'est de la RDC, partant jusqu'au Katanga. Et ces 4 grands États, le Kivu sera divisé en deux. Il y aura le sud Kivu qui aura... Et le nord Kivu. Et le nord Kivu qui aura lui aussi sa capitale. Vous savez que quand on va au sud Kivu, vous avez des villes comme Beni, vous avez d'autres villes là-bas. Donc, ils se disent qu'il faut que cette zone-là soit toujours cloisonnée. Et le travail de la MONUC qui est devenue MONUSCO, c'est quoi? C'est de maintenir cette tension entre les forces dites rebelles et les forces gouvernementales et créer une zone de non-gouvernementalité, c'est-à-dire une zone qui échappe au contrôle de l'État, là-bas. Et cette zone est sous administration internationale parce que les forces dites de la MONUSCO sont simplement l'armée mondiale qui se retrouve sur le territoire. Et elles participent de la reconfiguration du territoire. Quand vous entendez les rébellions comme les ADF qui sont devenues des affiliations à ACMI, c'est via aussi le concours de la MONUSCO. D'ailleurs, en février dernier, lors des grandes manifestations qui ont eu cours à l'est de la RDC, les populations ont intercepté à l'entrée de Goma des convois des Nations Unies qui transportaient des combattants de M23. Donc il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, il y a un dernier élément. Il y a un paradoxe. La MONUSCO, c'est plus de la moitié du budget mondial des opérations de maintien de la paix. C'est-à-dire, on parle de 7 milliards alloués aux opérations de maintien de la paix. Mais la MONUSCO, c'est près de 4 milliards de dollars. D'accord. Quand vous prenez cet argent, ça sert à quoi du point de vue concret?
Il n'y a pas d'opération. Les accords de Luanda ne sont pas respectés. Les accords de Luanda ont été signés en début des années 2000 et prévoyaient qu'il y a une force d'intervention qui attaque les groupes rebelles non armés. La MONUSCO ne se bat pas contre L23, donc ne respecte pas les accords de Luanda. Il y a d'autres accords qui ont été signés en 2013. Les accords de Nairobi ne sont pas respectés parce que la MONUSCO ne joue toujours pas son rôle. Alors comment est-ce qu'une force qui est ainsi constituée, qui n'assume pas ses missions, devrait se maintenir sur le territoire? La vindicte qui monte dans la population congolaise n'est que légitime au vu des budgets et des moyens mis à la disposition de la MONUSCO sans résultat. Est-ce que l'on peut se taguer de dire que le peuple congolais est tout simplement abandonné par la communauté dite internationale qui très souvent, dans certains cas, s'érige en juge? Le peuple congolais n'est pas abandonné. Par cette communauté dite internationale. Le peuple congolais ne figure même pas dans leur agenda. Le peuple congolais, pour eux, c'est un intrus. La politique du grand remplacement qui a cours à l'est de la RDC, où on vous parle aujourd'hui des Congolais rwandophones, c'est quoi? C'est une manière de dire qu'on ne veut même pas de population congolaise là-bas, parce que les populations autochtones ont fait tout pour qu'elles quittent la zone. Les populations autochtones parlent le swahili, se bat pour que ces populations quittent la zone. Et on crée cette insécurité pour justement qu'on assiste au grand remplacement d'une population qui vient du Rwanda, du Burundi et d'Ouganda, avec une géopolitique des Grands Lacs qui a été actionnée depuis l'Ouganda, avec Yoweri Museveni, qui était lui aussi un agent de la CIA, qui a lui-même fabriqué celui qui était son chef des services de renseignement, Paul Kagame, qui lui-même a pris le laveur de voitures et d'habits de son mentor, c'est-à-dire Kabila, qui l'a fait rebelle et qui a renversé Mobutu, qui lui-même était un agent de la CIA. Donc vous comprenez qu'il y a une politique là-bas qui se fait à l'insu de la population congolaise. S'il y a une chose que les politiques internationales, ce que vous appelez communauté internationale, ne considèrent pas dans ces discours, c'est le peuple congolais. Ce qu'ils regardent, c'est essentiellement les ressources du sol et du sous-sol congolais et la grande géopolitique états-unienne qui consiste à remplacer ces populations-là par d'autres populations. Par d'autres populations. Alors Bertrand Ntatinda, pour sortir justement de ce sujet d'accueil, finalement, à quel sens est-ce que cette partie de la RDC devrait-elle se vouer aujourd'hui? Parce que visiblement, malgré toutes les tentatives de paix, de rétablissement de la paix, il y a eu des rencontres interpays. Les deux présidents, chaque fois, se sont rencontrés. Il y a même eu des assises au niveau, bien évidemment, des communautés sous-régionales. Mais au final, à un moment donné, on a assisté à des tirs à balles, notamment verbales, des balles verbales. Chacun rejetait la faute à l'autre. Et puis, le problème, c'est qu'au sommet, c'est au niveau des paroles, mais sur le terrain, ce sont des populations pauvres qui en pâtissent. Mais Madame Ida, moi je veux vous surprendre, Madame Lady, c'est que la solution de la RDC passe par la guerre. Vous savez, tout à fait, avant que la Russie n'intervienne en RCA et que le président Touadéra décide de donner une autre orientation à son pays, sur des plateaux de télévision, j'avais un ami tchadien qu'on appelait Kamalo, et on était les deux à défendre cette option, que la RCA doit aller à la guerre. La RCA doit trouver un partenaire stratégique qui aide le pays à restructurer son outil de défense. Quand je dis son outil de défense, c'est sur les 3 vecteurs. Même la police devient un outil de défense, la gendarmerie, qui travaille, comment je vais dire, dans la communication, à créer le lien armée-nation et aller à la guerre contre les groupes rebelles. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive en RDC, qui est patriote, qui est sérieux, et qui calque un peu sa vision, et son orientation sur ce qu'on a vu en RDC, en RCA, ça sera relativement difficile. Voilà pourquoi nous serons très 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 attentifs aux élections qui vont se passer relativement en RDC. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi la force politique du président Kabila n'est pas présente. Parce que c'est elle qui pouvait l'incarner. C'est-à-dire qu'elle
elle fait de la politique appuyée au moins sur une idéologie. Or, quand vous faites de politique, vous n'avez pas d'idéologie. À la limite, vous êtes quelqu'un de errant, vous êt quelqu'un qui n'avait pas de solution, vous êtes quelqu'un de téléguidé. C'est-à-dire, vous devenez le larbin des intérêts des autres. C'est exactement ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Donc, il faut un homme politique qui incarne quelque chose, une idéologie nationaliste, panafricaniste, qui décide de calquer son modèle de libération de son pays par rapport exactement au modèle de RCA. Se trouve un allié stratégique fort, restructure les forces armées, crée le lien armée-nation, et la nation de RCA, de RDC, va carrément libérer le pays. C'est la guerre, c'est la guerre. Vous ferez 5 ans pour parler de paix avec M. Kagame, il ne le respectera pas. Parce que M. Kagame, c'est qu'en face, il n'y a pas du tout de défense, il y a le blabla, et puis il n'y a rien en face, il y a maïs en face, comme ça se disait à l'époque en Côte d'Ivoire. Et comment vous faites? Et puis lui, il tire les marrons du feu, il s'enrichit, son pays devient un pays exportateur, alternatif du coltan. Comment faut le comprendre ça? Donc, c'est la guerre. Quand je le dis sur les plateaux de télévision, les bons pensants africains m'écrivent, Monsieur Tatsida, vous êtes un va-t-en-guerre, vous êtes un va-t-en-guerre. Je dis oui. Si à un moment donné, De Gaulle n'était pas un va-t-en-guerre, la France n'a pas été occupée dans son entièreté, en 40. La France était occupée dans ce qu'on appelait la France occupée et ce qu'on va appeler la France libre. Pourquoi De Gaulle il n'a pas négocié? Pourquoi il n'a pas négocié? Il a été un va-t-en-guerre, De Gaulle. Il a été un va-t-en-guerre. Donc, pour moi, c'est un va-t-en-guerre patriote, nationaliste, panafricaniste en RDC. C'est là, il ne faut pas attendre les autres. L'Union africaine fera rien pour eux. L'Angola même qui me surprend, fera absolument rien. Personne ne fera rien. Ce sont les enfants de RDC avec un leader qui a une vision, qui a une orientation, qui résoudra le problème. Alors vivement peut-être que ce temps arrive enfin pour que ces populations justement du Nord Kivu puissent retrouver la calmie d'antan. Et puisque nous parlons de problèmes sécuritaires, venons-en donc à la thématique principale de cette première édition de l'échiquier mondial sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. C'est une grosse interrogation qui est donc posée sur la table ce jour même. Alors, la multiplicité des coups d'État sur le continent africain, on va le dire entre 2020 et 2023, ça fait déjà, je pense, 5 coups d'État, notamment 4 du côté du Sahel ou encore de l'Afrique de l'Ouest, et le tout premier qui a donc fait son entrée le 30 août dernier du côté du Gabon. Nous sommes là en Afrique centrale. Alors, la chose qui, j'ai envie de dire, le tronc commun de ces coups d'État, c'est bien évidemment la présence de l'armée française en territoire africain, mais également la présence, j'ai envie de dire, de la diplomatie française sur dans ces différents pays. On a souvenance justement de ce qu'on a appelé les expulsions des ambassadeurs de la France dans certains de ces pays, et c'est une chose qui continue d'ailleurs de se faire. Et donc, d'où la question de savoir, est-ce que ces coups d'État ne sont pas des synonymes de la fin de l'hégémonie de la France sur le continent africain, Jonathan Batengene? Oui, ces coups d'État, moi j'aimerais dire ces changements de régime par le biais des militaires et par la force des armes. Petit putsch, mais moi je suis plus trop d'accord avec parce que les changements brusques de régime, ça arrive dans l'histoire des peuples. Les Français n'ont jamais dit que la Révolution française est un coup d'État. Pourtant, on a quand même coupé la tête au roi. C'était lui le chef de l'État. Il lui a coupé la tête. Napoléon a renversé la République. Est-ce qu'on raconte ça comme un coup d'État? Donc, il y a eu beaucoup de choses dans l'histoire. Les États-Unis eux-mêmes ont tué, sont renversés des présidents comme ça. Donc, on ne parle pas de coup d'État. Le grand coup d'État monarchique qui a eu cours, c'est la rhétorique, avec le roi Jean en Angleterre, avec l'adoption de la Magna Carta, et tout, l'habeas corpus, c'était quand même aussi quelque chose qui ressemble à un coup d'État. On n'appelle pas ça coup d'État. Donc, c'est des changements de régime brusques qui surviennent à la tête des États africains. Pendant un certain temps,
ça a été orchestré par la France. Quand on regarde la mort du président Gilles Christolème Pio au Togo, il s'est réfugié dans l'ambassade des États-Unis. On allait le cueillir là-bas, on l'a servi au capitaine Eyadema, qui l'a exécuté comme un malpropre. C'était salué comme étant un changement pour l'ordre démocratique des choses. Le coup d'État, s'il faut entrer dans cette logique, mais le changement brusque et violent en Côte d'Ivoire en 2010 a été adoubé par la fameuse communauté internationale comme étant, et surtout la France. Nicolas Sarkozy nous expliquait que ça, c'est la démocratie. Qu'il faut mettre le président élu. Pourtant, tout le monde sait aujourd'hui que ce monsieur avait perdu les élections. Si on regarde la façon dont la famille Bongo elle-même accède au pouvoir, s'il faut rentrer dans l'actualité, Léon Mba est écarté des affaires par son neveu, qui est le chef du renseignement français à Libreville et qui s'est fait appeler par la suite Omar Bongo. Parce qu'au départ, il ne s'appelait pas Omar, il avait un autre nom. Il va ajouter, il va mettre le nom un peu arabisé là, pour faire bon musulman. Donc, vous avez des changements brusques qui ont été impulsés par la France. Aujourd'hui, ces changements brusques, cette dynamique de la brutalité, de la violence, les Africains ont réussi à l'inverser à leur propre avantage. Les Africains ont réussi à impulser des dynamiques qui défendent leurs intérêts. Et dans cette perspective, oui, la France n'a plus le monopole de la violence sans le remplacement des chefs d'État. Les Africains aussi ont cette capacité désormais. Et les Africains ont ceci de particulier, que quand ça se fait à leur avantage, c'est doublé d'un autre élément qui est le facteur le plus déterminant dans ce qu'on appelle les démocraties libérales, la légitimité populaire. Parce que tout ce qu'on parle de démocratie là, c'est simplement qu'on veut demander aux gens, est-ce que votre dirigeant jouit de la légitimité populaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il a la majorité du peuple avec lui? Quand vous regardez au Mali, cette question ne se pose pas. Regardez les manifestations, on vous parle de manifestations, vous avez près de 2 millions de Maliens dans la rue. C'est extraordinaire. Même en France, Macron ne peut pas se targuer de mobiliser 2 millions de personnes. Non. Quand vous voyez les manifestations contre Macron, parfois ça frise de millions qui veulent en fait le dégager de l'Élysée. Donc, ces nouveaux gouvernants, ces nouveaux dirigeants, pour la plupart, juste d'une légitimité populaire parce qu'ils défendent les intérêts de leur peuple. Ce qui est aujourd'hui le dogme africain de gestion de l'État. Et c'est les peuples qui ont érigé cela en dogme. Mais la France ne décolère pas et la France n'en dément pas. La France s'arrête pas simplement à observer et à comment vous élader. Excusez le néologisme. Parce que quand vous regardez, la France menace au Niger, la France a menacé au Mali, la France a menacé au Burkina. Et continue d'ailleurs même de menacer avec notamment la prolongation des suspensions des vols Air France du côté, je crois, du Mali et également du Burkina Faso. Alors avec vous, Bertrand Tatinda, est-ce que, c'est vrai, la question est posée, mais nous savons quand même que dans le courant panafricain, c'est l'une après le franc CFA. Le deuxième problème, c'était justement cette ingérence de la France au sein des pays africains, notamment avec la domination voulue par l'État français. Et donc, avec ces coups d'État, est-ce que l'on peut quand même afficher un sourire, se dire que les Africains sont sur le bon chemin? Ben ouais. Vous savez, par principe, les bons pensants, les intellectuels africains, une partie, pas tous, certains panafricanistes de la dernière heure, une certaine société civile explique que par principe le coup d'État n'est pas bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Avant de continuer, avant que je n'oublie, tout à l'heure, Jonathan disait qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais d'un changement de régime. C'est quoi alors le coup d'État? C'est justement là. D'accord. C'est-à-dire que sur l'explication de M. Batengene, je suis tout à fait d'accord. Changement brusque. Mais prenons le vocable de M. Macron. J'aime souvent prendre le vocable de M. Macron, le coup d'État. Je l'ai dit sur un plateau de télévision, je suis amoureux des coups d'État.
quand on voit le contexte sécuritaire aujourd'hui dans le monde, il faut des coups d'État en Afrique. Souhaitons de prochains coups d'État. Prenons un exemple. S'il n'y avait pas coup d'État, je prends le vocable de M. Macron, vous aurez tout Bazoum. Mais moi, je suis content de ne plus voir Bazoum parce qu'il y a eu coup d'État. Oui, que M. Macron appelle coup d'État. Je dis oui, M. Macron, je vais même dans ton vocable. Oui, c'est un coup d'État. Je suis content pour ce coup d'État. Nous n'avons plus Bazoum. Parce que s'il n'y avait pas coup d'État, sauf que la France est maligne. Et l'Africain est généralement très naïf. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? À partir du moment qu'elle se dit, si les Africains sont dans la logique de M. Tatsinda, et ils doivent être très nombreux dans la logique de M. Tatsinda, ils aident maintenant les coups d'État. Moi, la France, je veux faire ce que j'appelle des coups d'État par anticipation. Donc, je vais servir au M. Tatsinda et à ses partisans des coups d'État. Sauf que M. Tatsinda va jubiler, il sera content du coup d'État, mais moi je veux rafler les marrons et après je verrai bien la tête de M. Tatsinda. Si M. Tatsinda est naïf, eh bien, je veux bien avoir M. Tatsinda et tout. Donc il y a maintenant les coups d'État d'anticipation. Voilà pourquoi il faut mettre en perspective le coup d'État, je dis, dans le vocable de M. Macron, de M. Goïta, et le coup d'État qui semble avoir eu lieu au Gabon. Madame Dédi, moi je vous connais. Vous êtes une analyste politique de grande qualité. Excusez-moi de vous poser la question. C'est le même coup d'État. Le coup d'État de M. Gaïta et le coup d'État, effectivement, que nous voyons en Libreville. Et là, mettons pour se poser la question de dire que aux Africains d'être intelligents et de ne pas rêver, de prendre conscience. Et c'est prendre conscience là qui fait peur à M. Macron. Parce que si M. Macron se dit, M. Tatsinda et ses partisans sont amoureux des coups d'État, moi, je leur sers un coup d'État par anticipation. Mais M. Tatsinda et ses partisans savent que, ça c'est un faux coup d'État là. Et là, c'est le bon coup d'État. Donc, moi, je ne peux pas servir au M. Tatsinda les coups d'État qu'ils veulent eux. Parce que le coup d'État qu'ils veulent eux, c'est relativement déraciner, en quelque sorte, ce que M. Macron appelle intérêt et ce qui a toujours maintenu l'Afrique dans sa misère. Donc, c'est ça qui inquiète M. Macron. Voilà pourquoi il est prêt à se prendre des larbins pour, dit-il, aller rétablir la démocratie et faire la guerre. Et, dit-il, parler de tentative de coup d'État et soutenir ce qui s'est passé à Libreville. Voilà l'enjeu, Madame Siki. Voilà, Madame Dédi. De dire aux Africains, soyez sérieux. Soyons sérieux. Et nous, les panafricanistes, de dire que nous sommes amoureux des coups d'État. Mais nous savons de quel coup d'État nous sommes amoureux, de quel coup d'État nous soutenons. Et nous n'allons pas laisser faire. Voilà le véritable enjeu. Et si jamais les Africains n'arrivent pas à faire la part des choses et à rejeter certains coups d'État, eh bien, il n'y aura pas la réponse à votre question. De savoir l'affaiblissement, en quelque sorte, de la France sur le continent. Parce qu'aujourd'hui, la France va faire ce qu'elle a fait en 1990. À partir de ce qu'elle va vous expliquer les discours de la Baule, elle va vous servir quoi? Conférence nationale. Et qu'ont cru les Africains? Ils ont cru qu'il y avait la démocratie qui arrivait avec les conférences nationales. Que va même faire la France? Elle va vous dire, mettez limitation de mandat. Et puis les Africains vont sortir, hurrah! Il y a limitation de mandat. Ça veut dire que les pouvoirs vont tourner. Oui, les pouvoirs ont tourné. Les pouvoirs ont tourné au Mali. La situation a changé. Et bien les petits ambassadeurs de France rigolaient et disaient que Africain c'est bien naïf. Et qu'est-ce qu'il servait? Aide au développement. Aide au développement, ça veut dire un petit plat de riz. Et quand Africain a un petit plat de riz, qu'est-ce qu'il fait? Il chante, il danse. Donc, ça peut faire sourire, mais c'est tout à fait ça. Voilà pourquoi, évidemment, nous, je le répète, je suis un amoureux des coups d'État. Mais quand je l'ai dit, il faut me poser la question, M. Tatina, tu es amoureux de coups d'État et moi d'expliquer du type de coup d'État auquel je suis amoureux. Parce que nous venons d'avoir un en Afrique, seulement dans la CEMAC. J'ai bien peur que très vite, mes chers amis gabonais se rendent compte que c'est peut-être la séquence d'Amiba bis du côté bien sûr de Burkina Faso. Sauf que Madame Dédi, nous aujourd'hui, on a inauguré aussi en Afrique ce qu'on a appelé et ce que Macron a appelé le coup d'État dans le coup d'État. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris qu'il y ait des coups d'État dans le coup d'État. C'est pour ça que les coups d'État de M. Macron, c'est-à-dire que les coups d'État que lui plébiscite, vont produire coup d'État dans coup d'État. Or, nous, les coups d'État que nous plébiscitons sont les coups d'État qui vont élever les nations. Ce sont les coups d'État qui vont amener à la souveraineté. Donc, si jamais ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui à Libreville nous ont servi ce que j'appelle des coups d'État d'anticipation de M. Macron pour brouiller la situation, nager en eau trouble, je peux vous dire,
Madame Dédi, que dans moins d'un an, il y aura un coup d'État. C'est-à-dire il y aura un coup d'État dans transition. Là-bas. Donc voilà, effectivement, quand vous prononcez Damiba, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il a été un voleur de révolution. Il nous a servi une histoire que M. Macron a appelée coup d'État, mais pour les intérêts des autres. Alors, je vais rester avec vous avant de nous tourner vers M. Jonathan Matingene, parce que vous parliez là de transition. Il y a eu une élection présidentielle qui s'est tenue justement la nuit entre le 29, qui s'est tenue, je crois, le 26 août, du côté bien sûr du Gabon, et puis il y a le dépouillement dans la nuit du 29 au 30 au petit matin avec les premiers résultats provisoires, et il y avait justement deux têtes de proue, notamment le candidat sortant qui n'est autre que le président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de l'autre côté il y avait le candidat du consensus de l'opposition, M. Albert Ondo Ossa, qui déjà à la fermeture des bureaux de vote, il avait commencé à clamer sa victoire. Quelques heures seulement après la fermeture. Alors, le 30, lors de la proclamation des résultats définitifs, aux alentours à des heures hyper tardives, il a crié au tripatouillage. Et donc, il y a eu, entre guillemets, ce coup d'État. Pourquoi est-ce que c'est l'armée, aujourd'hui, qui doit gérer le gouvernement de transition, alors qu'il y avait deux candidats, un déchu, peut-être le perdant, à en croire les derniers résultats? Pourquoi est-ce que, sur le plan civil, le bâton du commandement n'a pas été remis officiellement au candidat déchu, qui d'ailleurs réclame, demande, dénonce l'annulation de ces élections qui a été faite justement par l'armée? Qu'on nous comprenne et qu'on me comprenne bien. Oui. Première des choses, le départ de la famille Bongo du palais de bord de mer, c'est une bonne chose pour nous les panafricanistes. C'est-à-dire que on en avait marre de Bongo Ondimba au palais de mer. Première des choses. Donc, c'est une avancée pour nous. Concernant les élections, oui, il y a eu tripatouillage. Mais moi, M. Tatinda, je ne peux pas donner le résultat. Il y a eu tripatouillage. Sauf que je peux extrapoler. Parce que dans toutes les élections, il y a ce qu'on appelle le bureau de vote pilote. Le bureau de vote qui peut annoncer la tendance et les résultats finaux, qui peuvent annoncer la tendance en quelque sorte et même les orientations que les électeurs ont décidé de prendre. Quand vous prenez le bureau de vote du Gabon à Washington, qui sont les Gabonais qui sont pour la plupart immigrés à Washington? C'est ce que je peux appeler la grande bourgeoisie du PDG. C'est-à-dire, ce n'est pas le Gabonais des Matiti qui est immigré à Washington. Et moi, je me suis amusé à regarder le résultat du bureau de vote des Gabonais de Washington, c'est-à-dire l'aristocratie gabonaise entretenue par la France depuis pratiquement Léomba. Cet opposant dont vous donnez le nom gagne à 60%. C'est-à-dire qu'on finit de faire le vote. L'ambassadeur ne veut pas dépouiller. Forte tension, grosse pression. Le code électoral gabonais est un peu calqué à l'image du Cameroun. C'est-à-dire que après le vote dans un bureau de vote, on dépouille publiquement. Il peut même avoir un scrutateur qui décide de compter à condition qu'ils soient inscrits dans le bureau de vote et on donne le résultat de façon publique. Il gagne avec le pourcentage que vous donnez, 60-30. Et ils ne se contentent pas de gagner. Il y a explosion de joie. Je dis c'est l'aristocratie du PDG. Or, c'est quoi le PDG? C'est la force politique qui porte les bonbons. Et le bureau de vote pilote au Cameroun, c'est le bureau de vote de l'école bilingue de Bastos où vote le président de la République. Donc, si vous voulez avoir la tendance, en quelque sorte, de l'élection au Cameroun, eh bien, tout le monde est attentif aux résultats de ce bureau de vote-là. C'est-à-dire, l'école bilingue de Bastos, c'est le bureau de vote. Parce que n'importe qui n'est même pas inscrit dans ce bureau de vote-là. Si un jour on va à l'élection présidentielle en 2025, et que dans ce bureau de vote, le président est battu à 60-30, je peux vous dire que moi, M. Tatinda, je peux commencer à m'inquiéter. Le président de la République lui-même, il peut commencer à s'inquiéter. Donc, c'est pour ça que, à l'unanimité, moi, je peux croire qu'il y a eu tripatouillage à l'élection de vote. Mais, sauf qu'il y avait comme une bataille au sein de la famille Bongo. Parce que M. Ondonko, vous dites là, il fait partie du clan Bongo, pas de la famille Bongo. Parce qu'il y a famille Bongo et il y a, comment je peux dire, famille élargie qu'on appelle clan Bongo. Il fait partie du clan Bongo. Et il y avait donc une bataille de savoir qu'est-ce qu'on fait donc de Ali Bongo, entre guillemets, qui a perdu l'élection.
Et c'est souvent dans des disputes de ce genre que l'armée fidèle à un camp, l'armée fidèle à une famille, l'armée fidèle à un homme décide de mettre tout le monde d'accord. Résultat des courses, d'après les informations que nous avons, la Commission générale des élections envoie le rapport. Noureddine Bongo, Sylvia Bongo, Ali Bongo, le général Nguema et je crois le Premier ministre, et dire, au vu de la compilation, c'était 350 000 électeurs, Madame Dédi. Ça veut dire qu'on le compte en 3 heures de temps. Sur 850 000 personnes inscrites. Voilà les résultats qui donnaient 64-34% à l'avantage de monsieur Albert Odossa. Dit-on, le président Ali Bongo voit ces résultats, il dit, c'est bon, je veux reconnaître ma défaite. Je veux reconnaître ma défaite. Je suis largement battu, je veux reconnaître ma défaite. Je verrai dans les heures qui viennent comment est-ce que je vais faire passer le pouvoir. Je parle de dit-on. Oui. Il est donc question que tous ceux donc qui ont reçu Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, adoptent la position du président Ali Bongo. Ils sont contre. Ils sont contre. C'est eux qui convoquent à l'insu, je dis toujours dit-on, du président Bongo, le directeur général de la commission, je ne connais pas le nom de la structure qui donne les résultats au Gabon, je crois que c'est la direction des élections, un truc de ce genre, le convoque et dire, il faut nous inverser ces résultats. C'est un ordre. Sauf que, pendant qu'ils font ça, il y a le chef d'état-major de la garde républicaine qui est là, parce que la commission a adressé à tout le monde et il faut prendre une décision. Il est là. Il dit, il faut inverser ces résultats et il faut donner ces résultats manu militaire. Les résultats sont donnés à 5 h du matin, mais l'armée sent... Quelques heures seulement après la programmation. 4 h, 5 h du matin, les résultats sont donnés tard dans la nuit. Les résultats sont donnés tard dans la nuit. L'armée sent donc, effectivement, qu'il n'y a pas meilleur contexte d'une situation comme celle-là pour dire que nous ne sommes ni d'accord avec le président Bongo, nous ne sommes ni d'accord avec vous. Surtout que Noureddine, qui avait été quelque temps avant directeur de cabinet de son père, traumatisé un peu cette garde républicaine-là. Il est traumatisé un peu, au point où son père s'en était remis à lui et lui dire ce comportement est inacceptable. Et bien, quelque temps après, l'armée décide, elle, de dire que les élections sont annulées, c'est nous qui allons assurer la transition. Donc, pour dire que il était déjà purement en putréfaction le régime Bongo. La France était relativement à la manœuvre parce que c'est elle qui a entretenu la famille nucléaire Bongo et ce que j'appelle le clan Bongo. Il n'y a pas d'homme politique de haut niveau au Gabon qui n'appartienne au clan Bongo. L'opposition irréductible au Gabon fait partie de ceux qui ont appartenu à la famille Bongo, mais qui ont été chassés de la famille Bongo, qui se retrouvent aujourd'hui des talents d'opposants. Bref, le Gabon appartient à la France. D'ailleurs, il y a une certaine maxime qui explique que le boulevard sur lequel il défile, je crois le 17 août, la fête nationale du Gabon, peut-être la date m'échappe, c'est un boulevard dont le titre foncier est détenu par l'État français. Et voilà ce qu'on peut dire pour dire que oui, il y a eu tripatouillage, mais nous pensons effectivement que c'est ce que nous pouvons appeler des espèces de manœuvres de la France, de coup d'État par anticipation, pour voir dans quelle mesure elle se refait rapidement la main. Parce que très vite, ils ont expliqué que nous n'allons rien toucher, nous allons respecter nos accords internationaux, et la France festoie sur STI, sur TVC, sur les médias français, on festoie, on dit, ils nous l'ont promis, ils nous l'ont dit. D'accord, et peut-être la promesse de ne pas dégager la base militaire de la France, qui est bien sûr située du côté du Gabon, parce que visiblement, ce serait donc la seule qui risquerait de rester en territoire africain si jamais effectivement l'on parvenait à acter pour le peuple gabonais et surtout le continent africain l'histoire de M. Henri-Paul Damiba du côté du Burkina Faso. Alors, Jonathan Batengene, que penser justement du candidat déchu qui, justement, au lendemain de cette nouvelle, cette grande annonce faisant des militaires, justement, les nouvelles autorités du côté du Gabon. Alors, est-ce qu'il est justement dans cette posture
de dénoncer le rejet des élections? Est-ce qu'il est dans cette posture de réclamer sa victoire? Et est-ce qu'il est dans cette posture, effectivement, de toujours appeler le peuple au soutien, justement, d'une guerre d'avance gagnée par la France? C'est bien d'avoir cité cet opposant. Monsieur Ondosa, pour ce que j'en sais, c'est hier qu'il a revendiqué. Mais j'imagine qu'il a dû regarder l'émission d'avant-hier. Non, il y a 2 jours avant qu'il ne revendique, où nous demandions, mais pourquoi est-ce qu'il ne revendique pas sa victoire? Entre guillemets, pourquoi il ne revendique pas? Pourquoi il était silencieux dès que le coup d'État a été perpétré? Les réponses sont très claires. Alors, M. Ondosa, quand il bat campagne, dans son entourage, il y a un mot qu'il va vulgariser. Il dit, nous allons aller vers une transition. Monsieur Ondosa, Oui. dans sa campagne, annonce dans son entourage que nous allons vers une transition. Bien avant, Monsieur Ondosa va se battre quand il est en France à rencontrer Madame Catherine Colonna. Et la France, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, la France avait décidé que sur le Gabon, il faut une période de transition. À quoi est-ce qu'on assiste? Comment est-ce que se fait appeler ces fameux putschistes? Oui. Ils disent qu'ils sont un conseil de transition et de restauration des institutions. Bon, regardez donc le leitmotiv. Transition. Le Quai d'Orsay annonce que sur le Gabon, dans ses câbles diplomatiques, que sur le Gabon, il y aura une transition. Et vous avez effectivement une transition. Mais quelle est la posture du Quai d'Orsay? Le Quai d'Orsay, à aucun moment, pendant qu'on a une situation parallèle au Niger, où le Quai d'Orsay vous dit clairement, nous, on ne discute pas avec des putschistes. Oui. Au niveau du Gabon, le Quai d'Orsay dit on condamne. Mais c'est pour restaurer les institutions et la démocratie, parce qu'il y aurait des trépatouillages. Oui. Alors Jonathan Batengene, à vous écouter, on croirait effectivement que cette élection présidentielle, déjà, qui s'est vue sans observateurs internationaux, parce qu'on se rappelle que le gouvernement gabonais l'avait catégoriquement interdit, et donc qu'après justement la fermeture des bureaux de vote, il y a une note du ministère de la Communication qui suspendait ipso facto certains médias, enfin tous les médias français, et par la suite il y a ce que nous savons aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas une mise en scène bien montée entre les 3 partis, c'est-à-dire l'opposant, le candidat déchu et aujourd'hui les militaires aux affaires? Tout porte à croire que la DGSE française qui tenait le clan d'Ali Bongo, parce que je suis les Noureddin et Sylvia, mais je ne suis pas le nom du petit frère qui est le patron des renseignements. On parle de Bongo, ils sont en train de quitter le Gabon. Frédéric, qu'est-ce qu'il en est? Frédéric, où il est? Il est où? Depuis, j'entends Olingui, le patron, il lance des opérations contre Noureddin. Vous avez entendu Frédéric? C'est le patron des renseignements. Vous avez entendu son nom? C'est quoi? Il est seulement trop puissant, intouchable. Ça ne vous donne pas une odeur d'opération montée par la DGSE avec le Quai d'Orsay à la manœuvre pour que, effectivement, c'est pourquoi moi je ne vais plus utiliser le mot coup d'État beaucoup, hein. C'est plus un mot que je parle maintenant de changement larguiniste en Afrique, où on range à la fois ce type d'opération et les fameuses dites élections, c'est des changements larguinistes, et les changements révolutionnaires, où on peut procéder aussi par l'élection et on est un révolutionnaire qui prend le pouvoir. Et on peut procéder pas de la même manière, on a les révolutionnaires. Donc on a un changement larguiniste qui s'opère sous les oripeaux de ce qu'ils appellent de manière globale le coup d'État. Notons une chose.
pour ce que je constate des études de la géopolitique occidentale, c'est que leurs concepts sont chargés de leur projection sur la domination mondiale. C'est-à-dire que quand ils utilisent un concept, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de grands lacs. Vous pensez que les lacs de toute cette zone-là seraient les plus grands du monde? Pourquoi c'est seulement là-bas qu'on parle de grands lacs? Il y a une projection, c'est une zone avec un ensemble. On sait qu'il y a des liens. Et quand ils disent grand lac, est-ce que dans grand lac, ils font allusion au fait qu'il y a un roi et une reine qui auraient donné leur nom à ces fameux lacs, le lac Albert et le lac Victoria? Est-ce que c'est pas ça la projection politique? Donc, des gens ont des projections quand ils nous disent des choses. On a un changement larbiniste qui se dessine au Gabon. Le grand frère Bertrand a donné ici un récit qui, si c'est confiné, nous permet d'envisager comment ça s'est opéré. Ça veut dire que vous avez dit qu'il n'y avait pas d'observateurs. Disons les choses telles qu'elles sont. Les accréditations ont été refusées aux observateurs. Et je vais même plus loin. C'est-à-dire que même à la presse de la CEMAC, qui pourtant est souvent soutien Ali Bongo. Ali Bongo, voilà. Même la presse de la CEMAC a été... La presse camerounaise a été chassée. Je dis la presse camerounaise, Dieu seul sait les relations. Le Cameroun, dans sa majorité, même de façon officielle, institutionnelle, vote pour Ali Bongo. Mais on n'a pas compris ça. Donc, pour aller dans le sens de Jonathan, comme si la dispute familiale, il fallait que ça reste vraiment discret. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Il fallait vraiment que le linge sale qu'ils appelaient élection, où ils se battaient, se lava en famille. Et maintenant, regardez la liberté qu'avait sur le fameux Ondosa. Oui. Dans ces meetings, il avait une récurrence. Ali est mort, c'était le récit. Ali est mort, Ali est mort, Ali est mort. Le problème du Gabon, c'est Ali Bongo seulement. Disons même que les bongos sont un problème. Le problème du Gabon, c'est seulement les bongos. Les bongos sont une goutte d'eau dans un système. Le système est plus grand. Derrière, il y a la France-Afrique. Et ce système, tant qu'il survit, on n'a même plus besoin de bongos. On prend même Tachinda, on met dedans. C'est la même chose. D'accord. Malgré toute sa bonne volonté, il arrive là-bas, c'est la même chose. On a des cas où des chefs d'État ont voulu se rebeller dans ce système-là. Ça lui prendra, le cas le plus absurde lui prendra des années de suivi politique. Je parle du cas le plus absurde. C'est pour dire quoi? Pour dire que ce que vous avez dit, effectivement, il y avait une entente. L'élection en elle-même, c'était un grand ficelage, une opération bien montée de la DGSE française. Oui. Parce qu'il n'y a que la DGSE qui pouvait manœuvrer autant. Maintenant, ils ont utilisé les contingences de l'histoire, les contingences actuelles en Afrique. Ah, les Africains sont friands des changements révolutionnaires. Non, nous allons leur servir un changement. Et c'est ça. Le général Olingi, pour l'instant, n'a pas posé d'acte. Par exemple, c'est vous qui avez parlé de la base militaire française. Vous avez entendu ce monsieur s'inquiéter de ça? Ça ne l'inquiète pas. Alors, Jonathan Batekende, le grand perdant, justement, que ce soit une mise en scène ou encore de ce qui s'assimile à un coup d'État ou même à ce changement de régime, c'est bien évidemment la population gabonaise qui naïvement est en train de festoyer, naïvement acclame justement cette armée aujourd'hui qui, entre guillemets, serait également laquais de la France-Afrique. Tout à fait. Madame Dédi, donnez-moi quelques minutes. Je les demande pourquoi, parce que on a, dans le mouvement panafricaniste, on a des dynamiques qu'on observe, qui inquiètent. Exactement parce que nous avons acclamé les changements au Mali, au Niger, au Burkina. Il y a des gens qui, dès qu'ils voient quelque chose qui ressemble à ça, oui, ne font pas un effort d'analyse. C'est pourquoi justement des médias comme Panafrican Média... J'espère que l'audimat panafricaniste saura s'abreuver à ce qui peut être les sources fiables. Je regrette, je vais le dire comme ça. C'est parce que de plus en plus, vous avez du pré-mâché qu'on sert à l'audimat panafricain. Moi, j'aime même pas me dire, je suis panafricaniste, je ne suis pas panafricain. Je
Je suis panafricaniste. Je suis un militant de la cause africaine. Je suis analyste, c'est vrai, mais je suis un militant de la cause africaine. Donc, on sert aux Africains ce qu'ils veulent entendre. Et Bertrand l'a dit. Parce que ces gens se disent que les Africains raisonnent avec l'émotion. Que les Africains ne sont pas capables de distinguer le faux du vrai. Une bonne partie des Africains, pas tous le quand même. Peuple gabonais, malheureusement, allez voir à quoi est-ce qu'ils s'abreuvent en grande majorité. Moi, j'ai pris le temps de regarder ces 2 derniers jours. Ouais. C'est les influenceurs activistes des réseaux sociaux qui forgent l'opinion panafricaniste, l'opinion panafricaine gabonaise. C'est-à-dire la véritable formation d'une opinion panafricaniste. Il n'y a pas un effort là-dessus au Gabon. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire quoi? Le type d'opinion publique que vous avez, parce que les grandes batailles d'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, sont les batailles de l'opinion publique. Quand votre opinion publique ne reçoit pas la capacité de démêler les écheveaux, cette opinion publique se laisse embarquer dans n'importe quelle opération. Là, nous avons à faire une opération savamment montée. Maintenant, c'est les Gabonais. Et vous savez ce que ça a créé au Gabon? Ça a créé une élite de société civile et une élite de leaders d'opinion qui sont essentiellement prêts à se vendre au plus offrant. C'est-à-dire des gens qui sont en embuscade. Ils disent, comme ça ressemble à l'affaire, il faut que j'aie ma part. D'accord. C'est là où les Gabonais doivent comprendre une chose. Ce combat vient à peine de commencer au Gabon. Parce que la boîte de Pandore, nous le répétons depuis l'autre jour, la boîte de Pandore que la France a ouverte au Gabon, ça ne va pas se refermer comme ça. Maintenant, les Gabonais sincères, intègres, les Gabonais qui ont à cœur de voir le Gabon se libérer, qui s'abreuvent à la bonne information panafricaniste, qui s'abreuvent des idées du combat et qui voient les leaders de cette pensée panafricaniste la porter d'une certaine manière qualitative. Nous les invitons à prendre ce combat dès aujourd'hui et à le porter différemment. C'est-à-dire quoi? C'est eux qui doivent rentrer dans la rue désormais avec les populations. Parce que maintenant, le général Olingi, il a cassé, lui croit avoir joué le plus dur, non? Il a ouvert une voie que lui-même ne peut pas. On parle d'une boîte de Pandore. Non. Je vous dis que le lieutenant qui est maintenant sous le général Olingi est plus dangereux que lui. Parce que le lieutenant qui a à cœur de voir le Gabon libre, si les populations, il sait que les populations vont le soutenir, il destitue ce monsieur dans les jours qui suivent. Le capitaine qui sent que ça peut se faire, il le fait dans... On a vu dans les armées au Burkina, ce n'est pas le plus gradé qui est venu enlever Damiba. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, ces jeunes officiers voient le rayonnement que ça apporte à un acteur qui était simplement un militaire. Donc nous disons une chose. Ces leaders doivent donc porter la population vers les idéaux du panafricanisme. Et doivent dicter, nous ne leur demandons pas de supplier, dicter cela aux autorités, aux nouvelles autorités au Gabon. Le clan Bongo n'est pas encore tombé. Frédéric est encore là. Moi j'aime mal quand j'entends les gens dire le clan, les Bongos sont là. La belle famille des Bongos. Tout à l'heure, le grand frère Tachina vous a dit qu'il y a la famille nucléaire qui n'est même pas encore tombée parce que Frédéric au renseignement. On ne l'a pas destitué. Maintenant, il y a le clan. C'est-à-dire les beaux-fils. Qui va jusqu'au Congo, Brazzaville. Qui sont... Ouais. Les beaux-fils qui sont... Sont même ceux du Congo. Prenons ceux qui sont là. Ils sont ministres. Oui. Les beaux-fils du papa, hein, c'est-à-dire les beaux-frères d'Alibo, ils sont ministres. Il y en a qui sont dans la justice. Les oncles de Patience d'Abani. Qui sont dans l'armée, qui sont... Tous ces gens-là. Tout ça, c'est le clan. On les a déjà tous phagocytés. Que non. Il y a la grande loge unie du Gabon, la loge tropicale. Je vous dis, le Gabon, c'est différent des pays comme le Cameroun. Moi, je dis toujours aux Camerounais, celui qui imagine, ou bien d'autres Africains, même les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre le Gabon parce que le Gabon, c'est l'exemple typique de la domestication d'une élite. D'accord. Au Gabon, c'est une pyramide. Au sommet, il y a la grande loge unie du Gabon, qui est la loge tropicale qui avait été créée par les francs-maçons français du Grand Orient de France avec Omar Bongo. Ils ont mis là-bas un processus de sélection de toute l'élite politique, économique, militaire.
intellectuels, ils sont là. Oundosa, il est dedans. D'accord. Maintenant, quand vous entrez là, vous faites allégeance tous à celui qui était le président du Gabon. En dessous là, vous reproduisez les éléments du sommet. Donc, c'est des allégeances. D'accord. Au Gabon, vous avez des allégeances qui sont incompréhensibles. Des gens qui s'accroupissent, qui s'agenouillent devant celui qu'ils considèrent comme leur fabricateur. Ce système-là, est-ce que ça a été cassé? Donc, casser le clan Bongo, c'est quelque chose qui ne se fera pas en 2 jours. D'abord, il faut être honnête là-dessus. Ça ne se fera pas en 2 jours. Mais ça peut se faire essentiellement si vous avez un peuple décidé et des élites intègres qui sont engagées à réaliser l'agenda du peuple. Merci beaucoup, Jonathan Batengene. Nous restons encore justement dans ce couloir du Gabon parce que c'est le tout dernier coup d'État en date. Et donc, est-ce que, au regard justement de tout ce qui est décrit ici, est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est l'un des plus durs ou encore l'un le plus farouche coup d'État qui, depuis justement ces dernières années, sur le bloc des 5, le dernier, mais le plus farouche, le plus dur, le plus difficile également? Non, pas vraiment. Ou alors le plus dangereux? Le plus dangereux, pas le plus difficile. Oui. D'ailleurs, Odon Ossa dit quelque chose de relativement intéressant dans son interview hier, accordé à un média international. Jonathan donne l'information, cette information est vraie. Oui. Il monte en France 1 an avant l'élection présidentielle. Il veut rencontrer pratiquement 2 personnes. Il veut rencontrer la ministre de la Défense, des Affaires étrangères, Madame Colonna, et il veut surtout rencontrer Matignon, c'est-à-dire que le Premier ministre. Il ne rencontrera personne, c'est-à-dire qu'il va rencontrer les responsables du ministère de la Défense, les responsables de la DGSE et des fonctionnaires de Matignon. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit il y aura un coup d'État au Gabon. C'est-à-dire que lui, il donne l'impression qu'il va leur donner l'information qu'il y aura un coup d'État au Gabon. 1 an avant le début de l'élection présidentielle. Mais il parle en parabole. Moi, j'ai compris ça comme si la DGSE l'avait fait convoquer. Il y avait mis un certain nombre de responsables pour lui dire justement, pour l'informer lui, à M. Odon Ossa, qu'il y aura effectivement une période transitoire au Gabon. Et c'est ce qu'on a vendu durant l'élection. Vous savez, quand les hommes politiques parlent, il ne faut pas... Et les Gabonais ont pris cette interview, ils disent, oh, mais non, c'est-à-dire que c'est la DGSE, parce qu'il ne peut pas le dire, la DGSE. Deuxième des choses qu'il donne comme information, il fait intervenir un acteur important. Il prononce le nom de Pascaline Bongo. Qui est Pascaline Bongo? C'est la grande sœur d'Ali Bongo. Pascaline Bongo, j'ai un petit frère au Gabon. Il m'a toujours dit, grand frère, elle est très puissante au Gabon. Elle a été pratiquement pendant plus de 10-15 ans toute puissance directrice de cabinet de son père. Au point où, sur certains sujets, le père disait au président Ali Bongo que expose-le d'abord à Pascaline. C'est-à-dire que le père en avait, dans la hiérarchie familiale, fait de Pascaline Bongo une dame incontournable et même beaucoup plus puissante qu'Ali Bongo. Au point où elle rejetait certaines nominations de Ali Bongo et dans certains cas, Ali Bongo n'arrivait pas à obtenir un rendez-vous avec son père parce qu'il y avait le niet de Pascaline Bongo. Mais le père, est-ce qu'il a été malin? Il a remis les cordons de la bourse à Pascaline Bongo. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la fortune du clan Bongo, c'est Pascaline Bongo qui tient la fortune du clan Bongo. Et Ali Bongo a réussi, par un certain nombre de soutiens du père, un certain nombre d'amis du père, lui, à prendre ce qu'on peut appeler le pouvoir politique. Les deux vont donc s'affronter à mort. Au point où le président Ali Bongo va faire rejeter les factures de Pascaline Bongo, au prétexte que la trésorerie de l'État du Gabon est relativement au rouge. Elle fera passer ses factures parce que c'est une dame qui, elle, le Gabon est à son service, ses jets privés, son train de vie, et bien c'est la trésorerie de Libreville qui paye. Et le président Ali Bongo va donner comme instruction de plus le payer et de dire à sa sœur que tu as suffisamment d'argent, tu peux t'entretenir. Donc, il va y entrer une guerre frontale, lavée,
qui fera que Pascaline Bongo pratiquement va prendre le chemin de l'exil. Depuis 1, 2, 3 ans, Pascaline Bongo est en exil, elle n'est plus au Gabon. Et là, quand on demande à M. Ondossa qu'est-ce qui se passe, il dit mais c'est rien du tout parce que M. Ondingui Nguema qui prend le pouvoir, en fait, c'est l'homme de Pascaline Bongo. C'est Pascaline Bongo qui en quelque sorte financé cette affaire, il obéit aux ordres de Pascaline Bongo. Résultat des courses. Mais ça démontre tout ce que nous dit le frère Batengene, que la DGSE a tout simplement arbitré entre Ali Bongo qui vexait déjà un peu, il s'est retourné vers le Commonwealth, ça ne lui a pas valu que des amis à Paris. Il avait été très affaibli par la maladie, donc la France s'est dit qu'à tout moment, pouvait avoir un changement qui échappe à son calendrier. Qu'est-ce qu'il faut faire? La DGSE doit arbitrer dans cette histoire et si c'est confirmé, je n'ai pas encore toutes les sources là, que Ondingui, en quelque sorte, roulé pour Pascaline Bongo, on peut se dire que fallait quelqu'un de la trempe de Pascaline Bongo pour retourner Ondingui du président Ali Bongo, parce qu'il en avait fait pratiquement une allégeance sur sa vie. Que Monsieur le Président, vous avez hérité de moi, de votre papa, je vous serai fidèle jusqu'à ma mort. Donc, qui pouvait avoir la capacité, l'aura, l'envergure, l'influence de le faire retourner sur ce serment-là? Pour moi, ça ne pouvait qu'être une actrice de la trempe de Pascaline Bongo. Donc, est-ce que c'est vrai? Ben, ça démontre que la DGSE a arbitré tout ça. Et la réponse du Quai d'Orsay, déjà dans le vocable, tentative de coup d'État. Nous en sommes déjà à 3 jours. Ali Bongo a pris le pouvoir. Tentative de coup d'État. A perdu le pouvoir. Ah oui, n'a plus le pouvoir. Il est parti du pouvoir. Et quand on voit la France qui brandit le discours en expliquant transition et respect des engagements, on comprend que la DGSE peut parader. Elle est contente. Circulez, chers Gabonais. Vous avez fini de crier dans la rue, de crier, de sauter, de festoyer. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Mais nous, les panafricanistes, nous dirons, dans ce tapioca-là, nous allons réussir à mettre le sable là-dessus. Nous n'allons pas nous contenter de ce petit schéma. Parce que nous croyons aujourd'hui que nous, les panafricanistes, nous pouvons contrecarrer les agendas de la France. Donc, même là-dedans, dans ce que j'appelle problèmes familiaux, arrangements familiaux des Bongo, nous, les panafricanistes, nous allons entrer là-dedans pour que cette famille, ce clan maléfique ne malaxe plus le Gabon à la seule source, comment je vais dire, des ingrédients, des intérêts de Paris. Alors, puisque nous parlons de problèmes sécuritaires et notamment de l'hégémonie de la France sur le continent, il n'était pas seulement question du Gabon. Nous savons que bien avant le Gabon, il y a eu d'autres pays qui ont manifesté, j'ai envie de dire, leur mécontentement, mais également leur ras-le-bol de l'ingérence française dans leurs États, mais également de la présence de l'armée française, laquelle armée aujourd'hui est notamment accusée du côté du Mali d'être à l'origine du problème sécuritaire qui bat son plein, notamment dans le Sahel et plus précisément au Mali. Alors, la même armée est accusée d'ingérence du côté du Burkina Faso. La même armée aujourd'hui est appelée à partir du territoire nigérien, où justement il y a eu un coup d'État le 26 juillet dernier. Alors, au final, de l'autre côté, on parlait de l'ingérence de la France côté diplomatique. Maintenant, nous revenons sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'au moins, parce que du côté diplomatique, apparemment, il y a des États qui le soutiennent. Outre le Gabon, nous avons le Sénégal, nous avons la Côte d'Ivoire, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, dont là-bas, le combat semble encore très long. Mais sur le plan sécuritaire, nous avons eu les coalitions, justement, des États qui partagent les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes opinions, qui ont les mêmes problèmes. Vous voyez de quoi est-ce que je parle, cette coalition Mali, Burkina, Niger, et puis je n'oublie pas la Guinée-Conakry. Alors, est-ce que de ce côté, on peut affirmer que la fin, justement, de l'armée française tire, j'ai envie de dire, va bientôt atteindre son apogée avec ce qui se passe? Madame Dédi, ça dépend de la stratégie que vous menez. Oui. Vous savez que, quand moi j'ai observé, l'armée française, elle était présente au Burkina Faso. L'armée française était présente au Mali, avec de gros moyens. L'armée française était présente au Niger. Elle est présente au Tchad. Elle est présente au Gabon. Elle est présente discrètement et de façon relativement hors respect tout cadre juridique au nord du Bénin. Personne ne le sait. Elle est présente en Côte d'Ivoire, elle est présente au Sénégal. Il y a une caractéristique. Pourquoi en est-elle partie du Mali?
Pourquoi elle est partie du Burkina Faso? À cause de la manœuvre d'un politique. Quelle a été la manœuvre? C'est montrer à la France que c'est terminé le canevas dans lequel on fonctionnait. Nous avons décidé de prendre un canevas à 180 degrés. Et prendre ce canevas de 180 degrés, amener ces États-là, qui en termes de rapport de force militaire, n'avaient pas le même niveau de capacité de projection que la France, à se chercher un allié qui aussi est dans la réflexion à 180 degrés de la politique française en Afrique. Voilà pour moi ce qui peut faire partir et qui va faire partir l'armée française. L'armée française est partie d'un pays qu'on appelle le Centrafrique. Le Centrafrique n'avait même pas d'armée. Le Centrafrique n'avait même pas d'armée. Sauf que la France est partie sans vouloir partir. Elle a dénoncé unilatéralement un accord militaire qu'elle a fait, mais elle n'était pas partie. Elle a dénoncé cet accord pour aller soutenir les mouvements rebelles et faire tomber le gouvernement en place et venir rafler tous les barons du feu. Mais mal va lui en prendre, parce que va faire le président Touadéra? Il fera ce que je vais dire. Il va manœuvrer. Et il va manœuvrer à 180 degrés, d'un angle de 180 degrés, des orientations anciennes. À savoir faire appel à un acteur relativement fort sur le plan géostratégique et sur le plan militaire. Vous savez, Madame Dédi, on est fort à côté d'un fort. Quand vous avez votre enfant, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Je veux que tu sois ami du premier de la classe. Parce que vous savez que s'il est allié, il est ami du premier de la classe, de l'enfant qui est premier de la classe. S'il ne comprend pas bien sa leçon, il peut demander à son ami, explique-moi la leçon. Et pareil, si votre enfant est brillant et il est ami du premier, eh bien, il va s'exercer entre eux une concurrence que moi, je veux te chipper ta place de premier, je veux que tu sois deuxième. Et si l'autre deuxième, il va, comment je vais dire, développer en lui les capacités de dire qu'il faut que je te prenne la première place. Donc, on est fort, Madame Dédi, quand on travaille, quand on est allié d'un fort. Je ne connais pas un seul exemple dans le monde où on a été fort allié à un faible. Donc ça veut tout simplement dire que le Niger, quand vous réglez ce que je peux dire, les problèmes primaires rapides, là, les problèmes d'électricité, les problèmes, ils sont à la Cour de justice, la CEDEAO, ils vont gagner là-bas, on va lever les sanctions. Ces problèmes, il faudrait que le Niger, de façon officielle et claire, fasse appel à la puissance géopolitique aujourd'hui qui va dans les déshydratats et qui a décidé de nous apporter secours dans notre lutte de libération, c'est-à-dire à la Russie. Parce que je peux vous dire que si le Niger signe un accord militaire de défense avec la Russie, de soutenir son armée, d'équiper son armée, de pouvoir envoyer des instructeurs pour échange de procédés, échange de savoir-faire, l'armée française saura qu'elle n'a plus les moyens d'y être. Elle partira la queue entre les jambes. C'est pour ça que je ne regarde pas le Niger. Ça se fera parce que la population le demande. Quand il y a des manifestations au Niger, il y a plus de drapeau russe que de drapeau nigérien dans la manifestation. C'est le Tchad. Et là, la France, qui a l'intelligence de rebondir, a commencé hier par des géostratèges français, j'ai suivi une émission, de dire, Monsieur Macron, nous sommes partis du Niger, nous avons perdu au Niger. Ce que vous faites là, c'est de la bravade. Ça ne tiendra pas. Christian Mallard le dit. Tous les grands géopoliticiens le disent. Même Israël le dit. La voix d'Israël dit, vous êtes partis. Allons anticiper en négociant au Tchad. Mais vous négociez avec qui au Tchad? Voilà la France, sa capacité. Pour la France aujourd'hui, le gros de sa négociation, c'est de négocier rapidement au Tchad un nouveau partenariat de défense. À nos amis tchadiens de voir. Le Tchad est en transition. Le Tchad vote sa constitution en décembre. Le Tchad a les élections présidentielles dans un an. Vous voyez donc aujourd'hui, à partir du fait que les mouvements rebelles attaquent le Tchad et que le Tchad est dans une forme de fébrilité, je profite pour annoncer qu'il y a de fortes tensions au sein de la gestion de l'État tchadien, moi, au fond des forces armées tchadiennes. Fermons la parenthèse. Oui. On profite seulement pour le dire. Donc, la France peut profiter de ça et elle veut profiter de ça pour faire accepter ce qui, en temps normal, ne peut pas être acceptable, surtout que le Parlement de transition a déjà fait voter une motion demandant le départ des troupes françaises. Vous voyez comment Paris a cette capacité que les Africains ne croient pas que c'est un petit adversaire, Paris. Parce qu'au Niger, là, elle n'a pas réussi à fédérer l'OTAN. Mais au Tchad, dit-on, elle veut fédérer l'OTAN. Donc, celui qui tient le pouvoir au Tchad aujourd'hui, il aura en face de lui, dans cette anticipation de négociation, Washington, Bruxelles, Bonn, et en quelque sorte la France. D'accord, merci. Jonathan Batengene, il y a également, j'ai envie de dire, une arme qui malheureusement ne fait pas couler du sang, mais fait tourner les méninges, coupe le sommeil. C'est bien évidemment les peuples qui de plus en plus
trouvent du courage et préfèrent justement mourir en martyr parce que manifestant pour le départ de ces forces armées françaises. Parlant, nous l'avons vu du côté bien sûr du Mali avec le groupe Yerawala. Au Burkina Faso, il y a également la jeunesse, le Rassemblement pour la jeunesse panafricaine, le RPG, que des jeunes, PJP autant pour moi. Du côté du Niger, il y a le M62, il y a des femmes qui sortent, qui font des concerts de casseroles, il y a des plus petits, je veux le dire, qui sortent en masse, se réunissent pour exprimer le ras-le-bol. Est-ce à dire qu'à un moment donné, le peuple ne fait pas autant confiance aux autorités et se disent en renforcer, parce que le cas du Niger, exactement, il ne se passe pas une semaine depuis le 26 juillet sans qu'il y ait au minimum une manifestation, soit pour appeler au départ de l'armée française, soit pour manifester contre la CEDEAO, soit en soutien au CNSP, ou alors en soutien au peuple, ou du moins aux pays partenaires, à savoir le Mali et le Burkina Faso. La place du peuple, justement, dans cette politique de chasser ou alors d'amener l'armée française à quitter les territoires africains. Madame Dedi, il faut avoir vécu auprès de ce peuple pour le comprendre. Prenons le cas du Mali. En 4 ans, seulement 4 ans de terrorisme, c'est-à-dire, non, 3 ans, de 2012 à 2015, on enregistrait d'après l'UNHCR 4 millions de déplacés internes. 4 millions. Madame Dedi, on ne parle pas de 400 000. Au Cameroun vit une situation d'insécurité où en 5 ans, on a observé le déplacement de près d'1 million de personnes. C'est dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais on vous dit qu'au Mali, dans moins de 5 ans, dans 3 ans, 4 millions de personnes ont fui. Le nombre de personnes qui a perdu la vie du fait de cette insécurité, dans les mêmes 3 ans, dépassait les 10 000. Ça, on parle des civils. Ouais. Ça, c'est pour le Mali. Maintenant, on parle en proportion. Oui, pour préciser, les chiffres sont de qui? Des autorités maliennes? Non. Ou alors... le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vous disent que voilà, ces gens-ci se déplacent du fait de l'insécurité. Quand vous entendez 4 Est-ce que ces chiffres ne sont pas un peu gonflés? Je préfère ne pas rentrer dans la guerre des chiffres. Je prends leurs chiffres pour que les gens comprennent. C'est pourquoi vous voyez un peu les populations là. Je veux par là dire quoi? Ces populations ont vécu dans leur chair la menace terroriste. C'est pas une affaire des informations à la télé. Ils ne regardaient pas une télévision et puis on leur disait il y a les terroristes. Ils fuyaient le chez eux. Ils voyaient leur grenier, c'est-à-dire les récoltes qui ont été gardées pour passer la prochaine saison et certainement préparer les cultures de l'année prochaine. Ils voyaient cela saccagé par les terroristes. Les Maliens ont vu des éléments importants de leur culture comme la bibliothèque de Tombouctou saccagée. Des éléments qui sont un trésor inestimable de l'humanité. Saccagés par des terroristes qui ne voulaient pas simplement qu'un jour les Africains se placent et disent voilà la preuve que vous êtes venus tricher ce que vous appelez constitution sur les droits de l'homme. Les Nigériens, les Burkinabés ont vu 40% de leur territoire. Quand on dit 40% de leur territoire, vous regardez les localités comme Djibo, c'était devenu les sanctuaires du terrorisme. Les terroristes se baladaient là-bas comme ils voulaient. Quand ils attaquaient, ils prévenaient même. Ils vous disent que la semaine prochaine, c'est votre village. Et ils viennent y frapper. Les Nigériens, quand les Maliens ont commencé à repousser la force Barkhane, c'est un chef de communauté au Niger qui, sur la télévision nigérienne, dépassé par l'insécurité, lors d'un reportage, a bravé même l'autorité nationale, en venant dire que pendant que chez les Maliens ça se passe bien, nous ici, nos villages sont
assaillis par les hordes de terroristes. C'est pour que les gens comprennent la détermination de ces populations. Au Mali, des gens ont vécu, non pas le terrorisme comme on dit souvent, on veut souvent circonscrire, on dit c'est le nord Mali. Ce n'était pas que le nord. Les gens sont arrivés jusqu'à Ségou. Ségou, c'est le centre du Mali. À Ségou, on a même transformé le terrorisme. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un simple terrorisme qui est effectivement le véhicule des idées politiques, c'est-à-dire les gens qui veulent créer un fameux khalifa, on envoie des gens qui commencent à vous parler de guerre civile sur des tensions tribalistes. On vous dit que les Peuls sont attaqués par telle communauté et que les Peuls doivent se défendre. On active les principes qui sont nés aux États-Unis et qui construisent ce qu'on appelle les États fédérés dans certains pays du monde, ou bien servent à partitionner les pays du monde, le self-defense, l'auto-défense. On vous dit que ces gens-là doivent se défendre. Les populations là où vivaient ça. Les chefs de communauté voyaient leur communauté divisée sur la base d'une politique internationale qui se liguait contre eux. Ces gens encore, c'est eux qui venaient raconter, pas seulement les civils, ceux qui avaient été enrôlés parmi les terroristes qu'on arrêtait, c'est eux qui racontaient que, quand j'étais là-bas, ceux qui nous entraînaient, c'était les Européens. Et ces Européens parlaient bien français. D'ailleurs, nous, on ne connaît pas les Européens qui parlent aussi bien français. Ils avaient un ton, un accent qu'on retrouve beaucoup plus dans un pays comme la France. C'est eux qui témoignaient. Ces populations-là, c'est pour dire qu'elles n'ont même pas besoin qu'on leur dise qui est leur adversaire. Elles ont vécu le terrorisme, affronté les terroristes et vu qui entraîne, qui arme, qui coopère avec les terroristes. D'accord. Donc, la mobilisation populaire là-bas, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Ce n'est même pas une construction médiatique. C'est un ras-le-bol d'un peuple qui en a marre de souffrir, alors qu'il connaît ceux qui sont les acteurs derrière toute sa souffrance. Merci Jonathan Batengene. Nous profitons justement parce que voilà, pour rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et lorsque nous parlons de souveraineté, on ne peut pas évoquer justement le cas du Mali, notamment avec la zone de Tombouctou et de Ber, où depuis un moment, il fait quand même bon vivre de ce côté-là. Les activités ont repris. Et ceci, c'est pas grâce à l'armée française qui a passé une dizaine d'années là-bas, mais c'est grâce effectivement aux forces armées maliennes, les FAMA, qui sont donc sur le terrain pour repousser au maximum, et pourquoi pas en finir avec les terroristes. Donc nous tirons un grand coup de chapeau à cette armée-là qui voilà, a donc décidé de se mettre ensemble avec celle du Burkina Faso. Et cette armée est parée désormais contre toute éventualité, notamment d'une possible intervention militaire de la CEDEAO. Et je voulais juste apporter un élément à votre moulin. Vous avez parlé de Ber. Oui. Ber, c'était quoi? Si à Ségou, on vous parlait des problèmes Peul. Parce que jusqu'au Burkina, on a voulu créer un problème d'Ogon contre... C'est ça. Quand vous entendez terrorisme, c'était beaucoup plus la manipulation de certaines rivalités tribales. Et puis, on construit là-dessus un narratif qui vise à endogénéiser les violences. Et on vient, on dit que c'est les terroristes désormais qui font. C'est-à-dire que ce n'était pas partout qu'il y avait les terroristes. Il y avait des zones où c'était des conflits qu'on a tribalisés. À Ber, c'était une localité tenue par les Touaregs. Et on est allé là-bas créer le problème de la Zawad. Les drapeaux, ce n'étaient pas les drapeaux de l'État islamique qu'il y avait à Ber. C'était les drapeaux des Azawadiens, une forme de terrorisme. Et c'est eux qu'on avait constitué comme étant force qui devaient affronter et chasser l'autorité malienne. Mais qui avait constitué le problème de l'Azawad? C'est les fameuses lettres des années 50, c'est la France. Et la France gardait ces lettres dans un coffre comme moyen de chantage avec l'État malien. Donc chaque fois qu'ils veulent obtenir de l'argent sur le territoire du Mali,
ils disent, ah, n'oubliez pas, hein, on a les lettres qu'on nous avait envoyées là, disant qu'on veut créer un État qui s'appelle l'Azawad. Si vous jouez, nous donnons à ces gens les moyens de devenir un État. Et c'était tout. Donc c'était devenu comme des chiens de chasse que la France utilisait dans le cadre de cette pseudo-coopération avec les autorités maliennes. Tout ceci, les populations l'ont vu. Quand un Malien du Sud se déplaçait dans le Nord et qui sentait que son identité malienne pouvait être remise en question, il se rappelait quand même que c'est parce que la France, tout le temps, est capable d'activer ces gens-ci et dit, vous êtes un autre État. D'accord. Donc, vous voyez, les populations ont simplement atteint ce qu'on appelle la maturité politique. Et cette maturité politique fait que, dans un certain seuil, ces gens sont capables eux-mêmes de proposer des solutions. Et oui, il y a une contribution des panafricanistes. C'était simplement que notre argument depuis le départ, c'était que les armées locales, quand Feta-Tinda dit ici d'entrée de jeu, la guerre résout ces problèmes et ramène la paix. Ceux qui ont peur de la guerre ne veulent pas la paix. On dit qui veut la paix, prépare la guerre. Et la guerre, d'accord. Les Maliens ont simplement fait quoi avec les Burkinabés et tous les autres. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est simplement constituer des armées capables de domestiquer ces espaces et d'assurer la continuité de l'activité étatique. D'accord. Et ces armées, pour qu'elles atteignent ce seuil, elles doivent être suffisamment dotées en armement et en moyens de projection. Et quand elles atteignent ce seuil, c'est ce que vous avez dit. D'où l'intervention justement de la Russie, un apport du matériel militaire, bien sûr une coopération militaire dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Venons-en encore une fois de plus à la présence de l'armée française. Je le disais d'abord que les populations du côté du Mali et surtout du Sahel pointent un doigt accusateur sur la France, notamment son armée, comme étant le principal, j'ai envie de dire, le principal auteur de l'insécurité dans cette partie du continent. Et fort de cela, parce que le gouvernement malien, par l'autre chemin du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, demande depuis une audience du côté du Conseil de sécurité de l'ONU pour montrer aux yeux du monde les preuves de leurs allégations. Alors jusqu'ici, il n'y a pas de réponse favorable. Comment comprendre justement ce silence face à la demande du Mali? Peut-être c'est ces preuves qui finiront peut-être par donner raison. Mais je veux même vous surprendre. Vous savez ce qui s'est passé au dernier conseil? Il y avait réunion du Conseil de sécurité il y a 2-3 jours. Oui. Mais la France demandait plutôt des sanctions contre le Mali. Tout à fait. Il a fallu un veto russe. Le veto russe. Il a fallu un veto russe. Donc pour vous dire que le Mali qui a fait des pieds et des mains pour que le Conseil de sécurité ouvre une séance pour qu'elle présente ses preuves, le Conseil de sécurité n'a rien fait. Mais quand la France a appelé à débattre du problème malien et a en quelque sorte présenté une résolution allant dans le sens de sanctionner le Mali, eh bien s'il n'y avait pas eu un veto russe, ça aurait été un véritable problème. Voilà pourquoi je parlais d'un partenaire fort. Le mot fort ne doit pas être nécessairement circoncis dans ce que je peux appeler le vecteur sécuritaire. Le mot fort va ce qu'on appelle aussi force géopolitique et puissance diplomatique. Quand vous n'avez pas une puissance diplomatique, quand vous n'avez pas un allié qui a une puissance diplomatique. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Il y a un tout petit pays au sud de la Chine qu'on appelle la Birmanie. Oui. Ben, la Birmanie a fait un coup d'état terrible. Quand si on veut prendre le vocable. La Birmanie a mis Mme Aung San Suu Kyi de côté. Elle a fait arrêter, elle, la première ministre et le président. Et la Birmanie a accusé ces deux, non seulement de haute trahison, de détournement de deniers publics. Il n'y a pas eu résolution de condamnation. Pourtant, la Birmanie, je peux dire que c'est l'enfant le plus têtu de la Chine, Xi Jinping. C'est un tout petit de la Chine. C'est-à-dire que la Chine pourrait avaler la Birmanie sans se rendre compte qu'elle a avalé la Birmanie. Parce que quand on est amené résolution, je dis de condamnation, Xi Jinping s'y opposait. Ben on explique à Xi Jinping que mais c'est monsieur de brave, il te défie, il t'insulte même. Xi Jinping disait c'est un problème asiatique. Ce sont des pays limitrophes de la Chine, je ne veux pas de résolution de condamnation. Quand il y a le jeune nord-coréen qui teste ses missiles et Washington veut résolution de condamnation, qui
s'oppose, et bien veto Xi Jinping. Vous voyez l'état d'esprit? Oui. Il nous manque ça en Afrique. C'est-à-dire que d'avoir un partenaire stratégique, fiable et loyal. C'est pour ça qu'avant qu'on inaugure cette période de changement à la tête de l'État, moi je demandais carrément sur les plateaux de télévision à M. Xi Jinping d'être loyal et sincère. Que nous ne pouvons pas continuer une forme de coopération avec la Chine si jamais nous avons encore ces espaces de résolution, d'interdiction, de survol des territoires qui passent en présence de M. Xi Jinping au Conseil de sécurité. Nous demandons à M. Xi Jinping de se prononcer de façon claire. La preuve, je suis toujours parti de ceux, et je profite de Panafricaniste TV pour demander à Xi Jinping, nous ne l'avons pas entendu sur la question nigérienne. C'est le seul grand État qui ne s'est pas prononcé aujourd'hui sur la question nigérienne. La représentante, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine s'est prononcée sur la question gabonaise. Mais ça vient un mois après la question nigérienne. Quel est le problème de la Chine sur la question du Niger? Pourquoi le ministère des Affaires étrangères de Chine se prononce pas clairement sur la question du Niger? Entre parenthèses, passons. Ça arrive à votre question justement. De savoir, Madame Dédi, que oui, il va falloir que les Africains, au-delà d'une ONU qui n'existe plus, se mettent ensemble. Ouais. Je chute en vous disant que j'ai vu une image il y a 4 jours qui m'a amusé. Vous savez ce qu'elle était? Une lionne, jeune, féroce, mère famille, a décidé de s'attaquer à un bambouin qui traversait la rue. Sauf que mal va en prendre à la lionne. Pas loin du talus. Vous savez combien il y avait? Il y avait près de 400 bambouins. Ils étaient cachés par la steppe. Quand la lionne va mettre dans ses 2 premières pattes le bambouin, elle aura 400 bambouins sur elle. 400 bambouins. Vous savez ce qui s'est passé? La lionne a dû avoir la vie sauve par un garde-chasse qui est arrivé et qui a klaxonné. Pour vous dire que si vous prenez individuellement un bambouin, la lionne, ça ne fait pas 15 secondes de combat. Et bien la lionne extermine le bambouin. Mais il y avait 450 bambouins qui se sont jetés sur la lionne et qui étaient prêts relativement à arracher la vie à la lionne. N'eût été ce klaxon. Ça revient aux Africains. Nous parlons de solidarité, d'être ensemble. On n'a pas de bombe atomique. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, Madame Dédi. Les bombes atomiques viennent par bout de pareils peuples déterminés. Et quand nous voyons, c'est ça qui me fait mal, c'est ça qui vous fait mal. Je vous connais dans votre vision et dans votre amour pour le panafricanisme, de voir, il a l'objectif juste, des larbins comme M. Ouattara, comme M. Macky Sall, comme M. Talon, du nouveau qui arrive au Nigeria, expliquer qu'ils veulent, pour soi-disant défendre la démocratie, aller servir les intérêts de la France. Si les panafricanistes, on arrive à être unis, on n'a pas besoin même d'avoir bombe atomique. Personne ne piétinera notre queue. Voilà le message qu'on peut passer. Moi, chaque fois que je fais des émissions aujourd'hui, je m'adresse aussi en partie au peuple. Je dis, je viens, c'est un tour de table ici. Ici, c'est une discussion sous le baobab, c'est l'arbre à palabre. Nous disons aux panafricanistes, nous sommes africains. Nous ne voulons pas être ensemble. Nous ne voulons pas converger dans une vision d'ensemble. On va se faire tout simplement avaler, même par un Xi Jinping qui n'est pas votre ami, qui est quelqu'un de froid, de sérieux, et qui pour lui est déterminé en 2050 de faire de la Chine la première puissance du monde dans tous les domaines, y compris en sport. Alors, puisque nous parlons justement de la fin de l'hégémonie possible dans un futur très proche de la France et sur le continent africain, je voudrais qu'avant de sortir, nous évoquions quand même la fameuse question d'expulsion des représentants diplomatiques français. Il y a eu John Mayer du côté du Mali, par la suite du Canadé du côté du Burkina. Aujourd'hui, c'est Sylvain Ité. Sauf que là, c'est un cas, comme je le disais, c'est le coup d'État le plus difficile. Parce que d'un côté, on demande à la France de partir. La France dit, Sylvain reste là-bas au Niger. Alors, comment comprendre cela? Il est déjà parti. Enfin, je veux dire, avant qu'il ne... Il a fallu que, justement, les autorités récidivent. Non, il est citoyen en situation irrégulière. Justement. C'est la Convention de Vienne, Madame Dédi, qui fait de vous... Tous ces attributs lui ont été... C'est terminé. Donc, le problème de son départ ne se pose plus. C'est un citoyen. C'est pour ça, justement, qu'autour de l'ambassade de France, il y a la police. Oui. Dès qu'il montrera son nom, on lui fera un contrôle d'identité. Et une fois qu'on lui fera un contrôle d'identité, on lui dit
dira qu'il est en situation irrégulière, on le fera rapatrier. Donc pour moi, la question juridiquement a été réglée. La convention règle ce problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même un ambassadeur du Cameroun au Niger, s'il ne respecte pas la vision des responsables, l'État du Cameroun ne pourra pas le maintenir. Donc, en tant que diplomate, il est parti parce que c'est la convention de Vienne qui vous maintient, qui vous fait partie. Il est parti. Maintenant, il faut prendre le citoyen, l'homme et tout, en situation irrégulière. Alors, c'est justement la question que je voulais poser à M. Jonathan Batengene. Le fait, c'est qu'il reste français. Et le citoyen français, ou alors le français, est devenu persona non grata du côté du Niger. Et pas que le Burkina, mais aussi du côté du Mali. Mon grand frère a déjà tout posé, sauf qu'il faut prendre ça dans le contexte. La France a deux perceptions politiques à l'international, deux politiques étrangères. Une politique étrangère pour ce qu'elle considère comme des États. Et une politique étrangère pour ce qu'elle considère comme des quasi-États. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement un État. Vous êtes effectivement ce que disait Kwame Nkrumah sur ce qu'on appelle un État néocolonial. Vous avez tous les attributs en perspective d'un État, une devise, une monnaie, un hymne, des armoiries, un président de la République. Vous êtes même reconnu au Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais votre politique économique est pilotée de l'extérieur. Et donc, votre politique est toujours détenue par une puissance étrangère. Donc, la France considère que c'est effectivement la nature de ce qu'elle appelle ses ex-colonies. C'est d'ailleurs pourquoi elle a créé ce qu'on appelle la France-Afrique, qui est sa politique néocolonialiste sur l'ensemble de ses territoires. Et pour justifier donc son monopole de contrôle de ressources naturelles, donc de la politique économique et par conséquent de la politique, elle parle de ces zones d'influence. Notez qu'on parle rarement des zones d'influence de Washington. Mais la France, c'est devenu un concept admis dans les relations internationales. La France a ses zones d'influence. Alors, aujourd'hui, c'est les reliquats, si ce n'est les résidus de cette perception passée et passéiste de ces rapports à l'Afrique. La France a du mal à réactualiser son logiciel. Et comme ce logiciel n'est pas réactualisé, il y a les résidus de l'ancienne action. Elle considère que le Niger n'est pas un État qui peut lui dire non, qui peut même déclarer persona non grata son personnel diplomatique. Et fait agir au nom de cela le rapport de force comme étant prioritaire. Et mon grand frère Tatinda a très bien développé sur notre plateau la notion du rapport de force dans la politique étrangère française qui est systématique avec les pays africains. Déjà, ne nous envoie pas de véritables ambassadeurs, nous envoie pour la plupart des gens qui ont un casier judiciaire bizarre et parfois qui ont un parcours professionnel de barbouze. Voilà le genre de personnes qu'on envoie. Aujourd'hui, les résidus de cette politique étrangère, c'est ce qui fait le rapport avec le Niger. C'est-à-dire que la France se dit, mais toi le Niger, tu es qui pour chasser, pour dire mon ambassade? Moi, je suis en fait ton tuteur international. Et au nom de ce tutorat international qu'elle croit naturel et qu'elle croit en continuité actuelle, elle refuse d'accepter une réalité politique qui s'impose. Or, cette réalité politique, du point de vue du droit international, est justifiée, justifiable et active. D'accord. Cette réalité internationale, c'est quoi? C'est que la Convention de Vienne dit que le Niger, selon l'article 9, le Niger a le droit de dire non au personnel diplomatique de n'importe quel pays pour aucune raison que lui seul il détermine. C'est-à-dire que de manière souveraine, le Niger peut dire je ne veux plus l'ambassadeur du Cameroun au Niger. Le Cameroun n'a pas dit ça. Même pas besoin de justifier la raison. Et le Cameroun devra simplement être conséquent. D'accord. Dans la perspective où la France refuse, la France vient de violer d'abord la Convention de Vienne. Donc la France se retrouve en situation de délinquance du point de vue du droit international, que nous ne reconnaissons pas, nous, panafricanistes, mais que nous pouvons mobiliser pour le cas d'espèce pour lui montrer que même dans les canons de ce que tu trouves être le droit, vous savez, ils disent, quand Biden nous avait dit que l'ordre, le nouvel ordre mondial, l'ordre international, c'est l'ordre basé sur les règles. Or, les règles, là, c'est justement la Convention de Vienne que la France vient de violer.
Un autre élément, les tests additifs à la Convention de Vienne, qui garantissent le rapport entre les États, disent que lorsqu'un État sent que ses intérêts souverains sont menacés, il a le droit de ce qu'on appelle les représailles. Or, le Niger a tous les éléments de mobiliser encore ces tests additifs. C'est-à-dire quoi? Le Niger a démis son ambassadeur représentant auprès de la France. Qu'a fait la France? La France a dit qu'elle ne reconnaît pas la démission de cet ambassadeur. C'est faire quoi? C'est empiéter sur la souveraineté du Niger. Le Niger, au nom de cela, a donc le devoir même de prendre des représailles, ce qu'on appelle dans le langage diplomatique des contre-mesures. Vous voyez que si on se place bien que du point de vue, que ce soit de la coutume, que ce soit du droit international, dans leur entendement, la France est en situation de délinquance internationale. Aujourd'hui, monsieur effectivement, non, ça entraîne les conséquences suivantes. Monsieur Ité, puisque le Niger a respecté, dès qu'on lui a retiré son droit d'exercer au Niger, il devient un citoyen lambda. Or, pour qu'un citoyen français se retrouvât au Niger dans des conditions régulières, il faut qu'il ait reçu au préalable ce qu'on appelle un titre de séjour. Est-ce que M. Ité a un titre de séjour valable? Non. Il est donc un citoyen clandestin. Un citoyen en situation illégale, irrégulière. Les autorités nigériennes ont donc pris des mesures. Parce que ça, c'est des contre-mesures qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui croient que c'est de l'irrédentisme ou bien c'est le harcèlement des autorités françaises. Couper l'eau, l'électricité et empêcher qu'on aille leur servir de la nourriture. Ce n'est pas de l'irrédentisme, ce n'est pas du harcèlement. C'est simplement prendre des mesures. Quand la police traque un bandit, si ce bandit se cache dans un trou, s'il y avait l'oxygène, on va bloquer les sources d'oxygène. C'est pas parce qu'on veut le tuer. C'est pour le forcer à sortir du trou, pour le happer et le soumettre à la justice. Donc, la police nigérienne est en train d'agir dans ce qui est son bon droit et le bon droit de l'État nigérien. Tant que les autorités françaises vont continuer de garder, de vouloir soustraire un clandestin aux normes en matière d'immigration au Niger, le Niger a le devoir d'utiliser tous les moyens qui sont à son pouvoir pour que ce dernier rentre, bien soit rapatrié en France, tel que le prévoient les lois du Niger. Donc, maintenant, monsieur Ité est simplement traqué par le système judiciaire. Or, que nous a toujours prêché l'Occident, il faut l'état de droit en Afrique. Mais pendant que le Niger décide donc d'être un état de droit, des gens veulent nous présenter ça comme étant soit une situation particulière. Non, c'est la France qui a un citoyen clandestin au Niger, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Batenguede. Merci à vous également, Bertrand Tatinda. Et un grand merci à tous ces téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. C'était bien évidemment la première de l'échiquier mondial sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Merci à toute l'équipe de production. À nous revoir dans un prochain rendez-vous. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.